Donc aujourd'hui, je vais vous parler du lait, une matière première hors norme à usage multiple. Et je voulais avant tout remercier Monsieur Favnac, Monsieur Jean-Marie Husson et surtout Armor Science pour m'avoir donné l'opportunité tout d'abord de partager ce moment avec vous et puis de vous parler d'un sujet qui accapare beaucoup de mon temps depuis près de 25 ans. Donc, comme l'a dit Jean-Marie, je travaille à l'UNR, l'unité mixte de recherche INRA Agrocampus Sciences et Technologies du lait et de l'œuf à Rennes. Nous sommes un collectif de 140 personnes qui compte 78 permanents, qui inclut des chercheurs, des professeurs, des maîtres de conférences, mais aussi des techniciens et des ingénieurs. Et nous accueillons en moyenne au sein du laboratoire aux alentours de 25 doctorants et post-doctorants, ainsi que des étudiants en master. Donc, comme son nom l'indique, notre terrain de jeu au STLO, c'est le lait et l'œuf. Et nous considérons finalement que ces deux matières premières, ces deux objets d'étude sont pour nous, je dirais, une espèce de mal au trésor. Et au travers de différentes disciplines, de la biochimie, de la biophysique, de la microbiologie, mais aussi du génie des procédés, eh bien, nous nous attachons tout d'abord à caractériser la composition et la structure de ces deux matières premières. Nous nous intéressons aussi à sa transformation, comment mieux maîtriser les procédés, la maîtrise des procédés de transformation, et puis un point sur l'éco-conception, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous nous intéressons aussi au niveau du produit, à tout ce qui est qualité et sécurité microbiologique de ces produits. Nous essayons aussi de comprendre les mécanismes et les fonctionnalités associées aux micro-organismes qui interviennent dans ces produits. Et enfin, nous nous attachons au niveau du secteur de l'alimentation à tous les aspects de nutrition, de santé, mais aussi de digestibilité de ces deux matières premières que sont le lait et l'œuf. Donc le lait, une matière première hors norme à usage multiple. Pour illustrer ce propos, j'ai choisi ce soir de vous parler des points suivants et dans l'ordre suivant. Tout d'abord, après une brève introduction sur le lait en tant que tel, j'essaierai de vous faire un petit point sur l'aspect économique et socio-économique de ce lait en France et dans le monde, pour finalement arriver à quelque chose qui est au cœur du sujet, à savoir la composition et la biochimie du lait. J'aborderai ensuite tout ce qui a trait à la valorisation et à la transformation de cette matière première, le lait, pour enfin finir par un sujet qui m'est un peu plus familier, à savoir la microbiologie et les produits laitiers fermentés. Donc en guise d'introduction, si on regarde dans le litré, quelle est la définition du lait? Le lait dans le litré, c'est un liquide opaque, blanc, d'une pesanteur spécifique, un peu plus grande que celle de l'eau, d'une saveur douce, fournie par les glandes mammaires de la femme et des femelles des animaux mammifères pour la nourriture des petits. Mais je pense que le lait, c'est aussi beaucoup plus que ça. Le lait, avant tout, c'est un liquide nourricier. C'est le premier aliment qui est consommé par le nouveau-né du mammifère. De la naissance au sevrage, sa composition va évoluer au cours du temps pour s'adapter à la croissance du petit. Il est intrinsèquement complètement en adéquation avec l'évolution du petit. Entre autres, le premier lait qu'on appelle le colostrum et qui contient une grande quantité d'anticorps pour protéger en plus de nourrir. Le lait, c'est aussi un produit qui est autant naturel que culturel. Pourquoi ? Parce que c'est un aliment qui est issu de la production légitime d'un animal. C'est donc un produit naturel, mais je dis aussi culturel parce que c'est le symbole du lien maternel. On le retrouve au cœur des mythes et au cœur des mythes de nombreux peuples pastoraux, et c'est aussi un produit culturel en tant que produit d'un territoire donné. Ce lait, il est produit, on le retrouve associé à la vie de l'homme et au développement de l'homme depuis la nuit des temps. J'en veux pour preuve des peintures rupestres qui ont été retrouvées sur un site archéologique à l'ouest de la Libye, où on a mis en évidence, la vie de peuples pastoraux et des récipients pour recueillir le lait. Il y a eu un programme de recherche très complet qui a associé 15 équipes de recherche, le programme Lecce, qui était coordonné par Jean-Denis Vigne,
archéozoologue, et qui a aussi fait faire une grande avancée, puisqu'on pensait initialement que l'on consommait du lait depuis environ 4000 ans avant Jésus-Christ, et en fait il semble que ça remonte à beaucoup plus loin, puisque ce projet a montré que très probablement les premières sociétés du néolithique, les peuples pastoraux, produisaient du lait. Il est aussi transformé depuis la nuit des temps. Une équipe chinoise a mis en évidence dans des tombes et au niveau de momies la présence au niveau d'un collier mortuaire rituel des grains de kéfir, donc un produit laitier fermenté. Autre chose, Salk et collaborateurs en 2013 dans une revue publiée dans Nature ont montré sur des fragments de poterie percés de trous, des poteries qui sont très similaires aux faisselles, aux poteries qu'on utilise pour faire la faisselle aujourd'hui. Ils ont montré par des techniques de pointe chimiques et biochimiques la présence de matières grasses laitières. Et ces poteries remontent à plus de 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc, un produit qui est produit et consommé depuis la nuit des temps. C'est aussi pour nous, comme l'a effleuré Jean-Marie tout à l'heure, un objet de recherche scientifique très riche. Je me suis amusée à faire une petite interrogation sur le Web of Science, juste en mettant le mot milk. Et là, on sort plus de 200 000 publications, toutes scientifiques, qui touchent à la nutrition, au médical et pédiatrique, à la technologie laitière, aux aspects vétérinaires. Et si on regarde sur la seule année de 2016 à 2017, on trouve 12 articles scientifiques à comité de lecture qui couvrent les sujets suivants par rapport au lait, qui sont en lien avec sa composition, sa structure, la microbiologie du lait, la qualité et la sécurité microbiologique, qui touchent aussi à la nutrition, à la santé, à la digestibilité du lait. On sait que c'est un sujet assez sensible en ce moment, au mécanisme, à la maîtrise des procédés et à l'éco-conception au niveau de sa transformation. On ne fait pas n'importe quoi avec le lait, c'est quelque chose qui est réglementairement encadré à la fois au niveau national et international. La commission du Codex Alimentarius, qui est un organisme intergouvernemental qui est issu de l'OMS et de la FAO, qui est l'Organisation pour l'agroalimentaire mondiale, gérée par l'ONU, qui sert de recueil de normes alimentaires et qui donne des lignes directrices et des codes d'usage, à la fois pour protéger la santé des consommateurs, mais aussi garantir des pratiques loyales et un commerce alimentaire loyal également, a édité 296 pages de prescriptions et de recommandations sur le lait et les produits laitiers. Mais on a également au niveau international l'EFSA, European Food Safety Authority, et au niveau national, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui cadre de façon très drastique tout ce qui a trait au lait, la façon dont on le produit, mais aussi la façon dont on le transforme. Associé à ceci, on a un grand nombre de normes internationales, des normes ISO qui servent à la fois à cadrer les analyses biochimiques ou microbiologiques qui sont faites sur le lait. Autre point intéressant, c'est qu'au niveau du lait, on a une interprofession, une filière qui est excessivement bien structurée, avec au niveau international la FIL, la Fédération internationale de laiterie, et un autre organisme plus français que vous connaissez peut-être, et qui est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. J'en ai fini avec cette brève introduction et je voulais vous faire un petit panorama de quelques points économiques en lien avec la filière lait en France et dans le monde. Donc au niveau de la production dans le lait, de lait dans le monde, 3 régions ou pays se partagent, sont aux 3 premiers rangs de cette production. On retrouve l'Union européenne et l'Inde qui sont à peu près à part égale, avec une production de l'ordre de 150 milliards de tonnes de lait produit par an, et suivi de près par les États-Unis. Ce sont des sources qui sont issues de l'Organisation du commerce et du développement économique et de la FAO. Au niveau des perspectives, on voit bien entre 2013, 2015 et 2025, en bleu là, une production qui est estimée vraiment à la hausse et à la croissance pour les années à venir.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de production, l'Europe et l'Asie sont à peu près à part équivalentes. Là, quand je dis l'Asie, c'est essentiellement l'Inde qui vient de dépasser l'Europe et qui produit chacune près de 30% de lait dans le monde, suivi par l'Amérique du Nord avec 18% de la production mondiale, l'Amérique du Sud 12%, et c'est essentiellement les pays producteurs de lait sont essentiellement représentés par le Chili, l'Argentine et le Brésil. Et enfin, l'Afrique et l'Océanie produisent à peu près tous deux 5% de la production de lait mondiale. Il faut aussi savoir que cette production de lait, le fait de produire du lait, c'est quand même aujourd'hui, ça fournit un moyen de subsistance à près de 1 milliard d'individus sur Terre, donc c'est loin d'être anodin. Au niveau de la consommation du lait et des produits laitiers, 3 niveaux de consommation de l'ordre de 150 kg par habitant et par an. C'est ce qu'on retrouve notamment en Amérique du Nord, en Argentine et en Europe. Une consommation un peu plus faible de 30 à 150 kg par an et par habitant. Et puis des personnes qui consomment un petit peu moins, une consommation plus médiane de 30 kg par habitant et par an. On se fixe en général en moyenne, les chiffres, c'est 109 kg de lait et de produits laitiers qui sont consommés par an et par habitant de façon moyenne dans le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, juste au niveau de la production, que cette production était en très forte croissance. On attend une croissance très très forte, mais c'est en lien aussi avec une consommation qui est en très forte hausse. Rien qu'en Asie du Sud-Est, les prospectives prévoient plus de 125% d'augmentation de la consommation d'ici 2030. En France, entre 2015 et 2014, on a eu une augmentation de cette consommation de 14 milliards de litres de lait supplémentaires. Alors pourquoi cette consommation en très forte croissance? D'abord en lien bien sûr avec la croissance démographique. Sur Terre, il y a à peu près 220 000 habitants de plus chaque jour, mais aussi lié à la croissance du revenu des pays émergents, notamment les pays en voie de développement. Et puis un point non négligeable, c'est l'occidentalisation des régimes alimentaires et puis l'accès à des systèmes de réfrigération dans ces pays qui vont leur permettre du coup de pouvoir conserver, donc consommer ces produits laitiers. Au niveau de la transformation, si on devait retenir des chiffres, je dirais qu'il faut retenir que l'industrie laitière et la transformation des produits laitiers, ça représente 1/5 du secteur des industries agroalimentaires, ce qui est loin d'être négligeable, et ça représentait en 2013 84 milliards de dollars au niveau des échanges commerciaux. Alors maintenant, qu'en est-il en France au niveau de la production? La France a un cheptel de l'ordre de près de 4 millions de vaches laitières qui sont réparties sur près de 100 000 fermes laitières. Ça représente 23 milliards de litres de produits chaque année et ça crée 200 000 emplois directs. Ça, c'est en termes de production. En termes de transformation, la localisation de la transformation est très corrélée, bien sûr, à cette production et ça correspond en France à près de 700 usines et 60 000 emplois. On consomme en moyenne, en lait et produits laitiers, aux alentours de 1,1 litre de lait transformé par personne et par jour. 12% du lait est transformé en liquide conditionné par traitement thermique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. 12% est transformé en poudre de lait et 45% de cette transformation concerne les produits, les fromages et les laits fermentés. 28% sont transformés en beurre et en crème. Alors en Bretagne, eh bien, comme on l'a vu, on a une très très forte spatialisation territoriale et la Bretagne est une des régions les premières productrices de lait avec ce qu'on appelle aussi un croissant producteur qui va du nord, de l'est jusqu'à l'Auvergne. Mais vraiment le pôle de production se situe en Bretagne puisque la Bretagne à elle seule couvre 21% de la production française de lait, ce qui est l'équivalent de la production annuelle danoise ou irlandaise. Au niveau de la transformation, on retrouve en Bretagne 45 sites majeurs de transformation en termes de taille et de volume de lait transformé. Et on produit essentiellement du beurre, de la poudre de lait, mais aussi, paradoxalement, la Bretagne est la première région productrice de raclette et d'emmental.
Alors je dirais qu'il n'y a pas un lait, mais des laits, parce que si le lait issu de la vache représente près de 80% du lait produit, on a aussi, et c'est particulièrement prégnant dans les autres pays du monde, des laits qui peuvent être issus de buffles, de chèvres, de brebis, de chamelles, de juments, de yaks, de Tibet, de yaks ou de rennes. Donc une très très grande diversité des laits et des modèles productifs de par le monde. Pour tous ces laits, on peut avoir soit une agriculture familiale, et ça c'est vrai dans tous les pays du monde qui produisent du lait, des petites structures essentiellement familiales avec des cheptels de taille assez réduite. Et cette agriculture familiale, eh bien, elle coexiste avec en parallèle une agriculture plus industrielle, entre guillemets, avec des cheptels de taille bien supérieure. Et ça va concerner à la fois les vaches, les chèvres, mais aussi, par exemple, les chameaux. Alors si on balaye un petit peu ces différents mammifères produisant du lait, bien sûr le premier c'est le lait de vache, puisque je vous disais qu'il concerne à peu près entre 80 et 85% du lait consommé dans le monde. La production moyenne, alors là les chiffres aussi il faut les prendre entre guillemets parce que c'est très variable d'un produit à l'autre, d'un pays à l'autre. La production moyenne de lait de vache c'est 25 litres par jour sur à peu près 10 mois. Mais on a une très très grande variabilité de ce rendement en fonction de la race. En France il existe plus de 30 races de vaches différentes, mais ça va varier aussi bien évidemment en fonction de l'alimentation et du modèle productif. Alors on a aussi un lait qui compte quand même pas mal, c'est le lait des petits ruminants. Le lait de la chèvre, quand on discute avec les gens des pays du Sud, la chèvre est vraiment considérée comme la vache du pauvre dans les zones notamment arides et semi-arides, avec une production de 5 litres par jour. Donc une production beaucoup plus réduite, mais aussi des besoins en aliments beaucoup plus réduits. D'où l'importance de cette race dans la production de lait dans ces pays-là. Et puis on a aussi le lait de brebis. Alors l'avantage du lait de brebis, c'est qu'il a un rendement fromager particulièrement intéressant, dans la mesure où avec 6 litres, il nous faut 6 litres de lait de brebis pour faire 1 kg de fromage de brebis. Donc ça c'est vraiment intéressant, contre 11 litres de lait de chèvre ou de vache pour faire ce même kilo de fromage. Mais c'est contrebalancé par une plus faible productivité et un plus faible rendement. Et c'est pareil, ces animaux, on les trouve à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Alors un lait un peu plus anecdotique, mais qui est très important dans certains pays, c'est le lait de chamelle qui est mentionné dans le Coran comme constituant un don pour les affamés ainsi qu'un remède salutaire contre les maladies. Et avec un rendement assez intéressant de 10 à 25 litres par jour, donc c'est loin d'être négligeable. Et parmi les premiers producteurs de lait de chamelle au monde, on trouve la Somalie et le Kenya, suivis par le Mali, l'Éthiopie, le Niger et l'Arabie Saoudite. Donc c'est lait pèse vraiment dans ces pays-là. Le lait de buffles, peut-être moins connu, mais il faut savoir que le lait de buffles, en Inde et au Pakistan, ce sont deux pays les plus grands producteurs de bufflines laitières, où les bufflines produisent plus de lait que de lait de vache. Et puis on retrouve aussi ce lait de buffles en Italie. On pense que le buffle a été introduit en Italie lors des invasions barbares. Et vous en avez peut-être consommé en consommant de la mozzarella di bufala di Campana, qui est la seule vraie mozzarella, qui n'a rien à voir avec la mozzarella de vache. Ça, c'est mon sentiment. Alors les autres laits, des laits plus anecdotiques, le lait de jument en Asie centrale qui est essentiellement transformé sous forme de koumis. Le koumis est un lait fermenté ou également appelé hérat par les Mongols. Et c'est vraiment une boisson emblématique puisqu'on dit que la tradition veut que si l'on entre dans une yourte, l'habitant en offre systématiquement un bol à ses invités. On a aussi plus anecdotique le lait de vache que l'on retrouve dans les régions d'altitude d'Asie centrale et qui est transformé en beurre, en yak et en yaourt et en fromage, pardon. Le yak étant un animal qui est particulièrement adapté aux situations en altitude pour la production de lait, mais avec des rendements quand même assez faibles puisqu'il produit en moyenne entre 1 et 2 litres par jour et par tête. Alors, je considère vraiment, et c'est important, que le lait est un vecteur de développement vraiment considérable.
Je parlais tout à l'heure d'une dimension naturelle et culturelle, mais si on considère que l'économie laitière, telle que je viens de vous la présenter, avec des statistiques de production et tout ça, et notamment dans l'hémisphère sud, où on dispose de statistiques fiables d'échanges internationaux, de poudre, de lait transformé, de fromage, eh bien je considère quelque part que c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que en partie immergée, on a toute cette économie locale liée au lait et essentiellement dans les pays en voie de développement qui, si elle ne pèse pas lourd en termes de volume produit, peut avoir un impact social considérable. J'en veux pour preuve 2 congrès, 2 colloques qui ont été organisés en tant que le lait vecteur de développement. Le premier colloque organisé à Rennes il y a 2 ans et qui a été reconduit cette année au Maroc, qui a réuni plus de 230 chercheurs étrangers de tous les pays du monde et dont l'objectif était vraiment de faire du lien entre ces producteurs parce qu'on sait que le lait est crucial dans la diète et dans la microéconomie de nombreux pays en développement. La dynamique des filières lait dans ces pays est la résultante de nombreux facteurs et de contraintes locales. Les retombées sont considérables, sont très importantes sur le plan social, économique et nutritionnel pour ces populations, avec une très très grande diversité de modèles qui sont bien sûr liés aux contraintes locales et aux opportunités. Donc dans un contexte croissant de globalisation avec des enjeux majeurs, on a 2 enjeux majeurs pour ces pays en développement, c'est améliorer la qualité sanitaire de ces laits, mais aussi, et ça c'est une très grande richesse, préserver la diversité des produits fermentés et des systèmes de production. J'en ai fini avec la partie économique et sociale du lait. Je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Maintenant, je vais vous parler de la composition et de la biochimie du lait. Donc, le lait. Le lait, c'est avant tout et surtout de l'eau. Le lait, c'est 90% d'eau. C'est aussi des sucres, mais dans une très très moindre mesure, puisque dans le lait, on n'a que 4% de sucre, suivi de près par les protéines, 3% de protéines dans le lait, et par le gras, 3%, et enfin des minéraux et des vitamines. Donc de façon très très caricaturale, quand vous avez 1 litre de lait, quand vous consommez 1 litre de lait, c'est 900 g d'eau et 100 g de nutriments. Cette composition, comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure, va être excessivement variable en fonction de l'espèce animale qui produit ce lait, de sa race, du stade de lactation, mais aussi de la façon dont est conduit l'élevage, des pratiques d'élevage, de la saison. On a une très très forte saisonnalité sur la composition biochimique des laits, mais aussi sur l'alimentation. Maintenant, si on se focalise sur le lait de vache et qu'on reprend ce graphique, 1 litre de lait de vache, c'est en moyenne 870 à 875 g d'eau. Mais c'est aussi entre 32 et 35 g de protéines. Au niveau de ces protéines, on a 80% de caséine, je vais y revenir tout à l'heure, et on a, qui sont des protéines solubles, et puis des protéines sériques solubles dans le lactosérum qui sont représentées par environ 20% et qui sont constituées par l'alpha-lactalbumine et la bêta-lactoglobuline, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a les sucres du lait. Le sucre du lait, c'est le lactose, 47 à 50 g par litre, du gras. Je vous disais tout à l'heure, près de 3% de gras qui sont représentés par des globules lipidiques entre 34 et 44 g par litre. Et enfin, des vitamines, des minéraux de 8 à 9 g par ligne. En termes de minéraux, on trouve bien sûr le calcium. Je crois que c'est de l'ordre de 125 mg pour 100 ml de lait. Du magnésium, du zinc, du potassium. Et puis aussi des vitamines, vitamines du groupe A, D et les vitamines du groupe B. Je vous disais tout à l'heure que la composition du lait était très variable en fonction des races considérées. Donc on vient de voir le lait de vache, mais on voit très très bien qu'entre un lait de brebis, où je vous disais qu'on avait un fort taux protéique, on le retrouve ici, et un lait de renne, on a aussi beaucoup de protéines, et on voit que dans le lait de renne, on retrouve énormément de matières grasses, et ça correspond finalement avec la localisation géographique de ces animaux. Juste à titre d'exemple, le lait de femme contient de l'ordre de 70 g de lactose,
36 à 38 grammes de lipides, 12 grammes de protéines et 3 grammes de minéraux par litre. Alors c'est une composition moyenne bien sûr, puisque je vous ai dit que la composition du lait évoluait au cours de la lactation. Alors, une composition relativement éloignée des laits végétaux. On voit effectivement que si on compare un lait de vache et puis des laits végétales, on n'est pas du tout au même niveau en quantité de protéines entre du lait de vache, du lait d'amande, de noisettes, de riz et d'avoine. Et surtout, au niveau du calcium, on n'atteint pas du tout les mêmes quantités de calcium. Au niveau de la législation, la dénomination lait est définie vraiment par la réglementation européenne et est définie comme du lait, un produit qui provient de la traite d'une ou plusieurs vaches. Et en ce qui concerne les boissons d'origine végétale, seules les dominations lait de coco et lait d'amande sont autorisées. Les autres produits, le soja, le riz, doivent porter le nom de boisson ou de jus, mais ne peuvent en aucun cas être appelés lait. Donc, si je rentre maintenant sur de façon plus précise sur les différents composés du lait, je vais commencer par le lactose. Donc le lactose, c'est le sucre du lait, je vous disais, de l'ordre de 4%. Donc le lactose, c'est un dioloside qui est relié par une liaison bêta à un 4. Il a un pouvoir sucrant assez faible, très très inférieur à celui du saccharose qui a un pouvoir sucrant de 1 par convention. Et ce qui fait, ça donne le goût doux du lait, mais ça fait aussi que le lait n'est pas sucré en tant que tel. Mais ce qui nous intéresse énormément au niveau du lactose, c'est que c'est un sucre qui est hautement fermentescible et qui va être transformé par les bactéries lactiques en acide lactique, 3H6O3, et on va voir tout à l'heure que cet acide lactique a un rôle fondamental dans la transformation et la fermentation du lait pour produire du yaourt, du fromage, des produits fermentés. Alors c'est difficile de parler du lactose sans parler de l'intolérance au lactose. Donc l'intolérance au lactose, elle est liée à quoi? Elle est liée à un déficit en une enzyme, la bêta-D-galactosidase, que certains appellent la lactase. Cette enzyme-là intervient dans la transformation du lactose en galactose plus glucose. Qu'est-ce qui se passe? Au moment du sevrage, on a une diminution très nette de l'activité enzymatique bêta-galactosidase. À partir du moment où vous réduisez votre consommation de lait, cette activité enzymatique chute. Elle devient très rarement nulle. Il reste une activité basale de cette enzyme, mais elle est diminuée. Et ce qui peut se passer, ça n'arrive pas systématiquement, c'est dans ce cas-là, le lactose va être moins bien digéré, et le lactose qui n'est pas transformé en galactose plus glucose va alors être métabolisé au niveau de votre tube digestif par votre microbiote intestinal, par les bactéries du microbiote. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va notamment en termes de symptômes provoquer soit des ballonnements et des flatulences entre 30 minutes et 2 heures après l'ingestion de lait, si le taux de lactose dépasse le taux de la lactase. Et ça, c'est très variable selon les individus. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que cette intolérance au lactose fait preuve d'une répartition géographique vraiment inégale, avec une intolérance au lactose assez modérée dans l'hémisphère sud et une intolérance au lactose beaucoup plus forte, assez modérée dans l'hémisphère nord et une intolérance beaucoup plus marquée dans les pays de l'hémisphère sud. Alors pourquoi? Tout simplement, ça remonte à très très longtemps. Au moment de la révolution du néolithique, on a eu un phénomène de domestication des espèces et l'homme se met à consommer du lait à l'âge adulte. Du coup, ça a entraîné des mutations génétiques. Ces mutations se sont propagées dans les régions qui consomment du lait à l'âge adulte. Et c'est ce que l'on constate là. C'était l'hémisphère nord qui consommait de façon plus systématiquement, qui avait plus de pastoralisme, a aussi ce taux de mutation plus importante et une intolérance au lactose moins marquée. On parle là de phénomène d'intolérance, je ne parle pas d'allergie. Donc si on regarde, pour pas que je sois taxée de partialité, si on parle de l'allergie au lait, la prévalence des allergies alimentaires dans la population pédiatrique les allergies alimentaires sont plus prévalentes dans la population pédiatrique que dans les populations adultes. Et elle atteint entre 4 et 8%. Donc, si on regarde
le lait, ce qu'il en est du lait. Le lait est effectivement un allergène qui provoque chez les enfants de 0 à 1 an, qui intervient à 30% en termes d'allergènes alimentaires. On voit que ces allergènes, cette réactivité diminue très très nettement au cours de l'âge, puisqu'à 3 ans, il n'implique plus que 25% des allergies alimentaires sont liées au lait, 7% entre 3 et 15 ans, et chez les adultes, ça représente de l'ordre de 3,5%. Alors je ne veux pas minimiser le phénomène, c'est un phénomène qui existe, mais si on considère que le lait représente chez le petit de moins de 1 an 30% des allergies alimentaires, et sachant que les allergies alimentaires, ça représente 4 à 8% des allergies totales, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 1 à 2 enfants qui peut souffrir d'une allergie grave aux protéines laitières. Justement, les protéines du lait. Donc les protéines du lait, c'est essentiellement des caséines et puis les protéines majeures du lactosérum. Les caséines sont des protéines insolubles. Il y existe 4 familles de caséines. Les caséines, la bêta-caséine, l'alpha-S1, l'alpha-S2 et la kappa-caséine, qui sont en interaction avec des minéraux, notamment le calcium et le phosphore. Et ce qui est très intéressant, et on l'étudie toujours aujourd'hui, c'est que ces caséines forment une structure supramoléculaire qu'on appelle la micelle de caséine et qui peut atteindre une taille de 0,01 à 3 micromètres de diamètre. On a aussi des protéines qui sont solubles, les protéines sériques, la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactoglobuline qui représentent grosso modo 23% des protéines solubles, c'est-à-dire que ces protéines, on les retrouve dans le sérum, dans la partie liquide du lait. Elles sont de taille très très petite et elles ont une structure moléculaire qui est aujourd'hui parfaitement connue et élucidée. Donc les protéines du lait, ce sont des protéines qui sont excessivement bien digérées puisqu'elles ont un taux de transformation fécale qui est parmi l'un des meilleurs comparé à l'œuf, au bœuf ou même à des protéines végétales avec un taux de transformation fécale de l'ordre de 97%. Mais c'est aussi une source de lysine et de thréonine qui sont vraiment des acides aminés essentiels pour la croissance. Donc je pense, et j'espère ne pas me tromper, mais pour moi le lait reste vraiment l'aliment privilégié pour son calcium. Je vous disais 125 mg de calcium pour 100 ml de lait, ses protéines et ses vitamines A et vitamines du groupe B. Donc on a vu le lactose, on a vu les protéines, j'en arrive maintenant aux lipides. Alors les lipides, c'est une émulsion, elles sont sous forme d'émulsion. Ce sont des globules gras avec une membrane, avec une structure vraiment très originale qui est en émulsion dans le lait à une très très grande quantité. Ce qui est intéressant, c'est la taille de ces globules gras, puisque la taille des globules gras va affecter les fonctionnalités technologiques et sensorielles des produits laitiers. On va pouvoir, en jouant sur la taille des globules gras, par exemple, jouer sur la tartinabilité du lait. Autre point, vous avez peut-être entendu parler de l'étape d'homogénéisation du lait. L'homogénéisation du lait, c'est un procédé qui est appliqué au lait qu'on met en bouteille. Pourquoi est-ce qu'on homogénéise le lait? On le met sous pression pour diminuer la taille des globules gras afin d'éviter la formation de crème à la surface de votre bouteille de lait. Ce qui n'est pas le cas dans les bouteilles de lait cru où le lait n'est pas homogénéisé. Alors, comme je viens de le détailler malgré tout assez sommairement, on se retrouve avec un système biologique qui est très complexe, qui est en équilibre et qui va être très réactif. On a des micelles de caséine, une structure micellaire assez particulière, des globules gras, des minéraux, du lactose, des protéines sériques, et tout ça forme un réseau d'interactions relativement, voire excessivement complexe. Et ce réseau d'interactions fait que la moindre modification d'une de ces interactions, en changeant la concentration de certains minéraux, en jouant sur les protéines sériques, sur les micelles de caséine, en jouant sur le pH, quand le lactose est transformé en acide lactique, fait qu'on se retrouve avec un système excessivement réactif et où la moindre modification va pouvoir complètement bouleverser notre système. C'est aussi une composition qui fait, eh bien, tout simplement que le lait est blanc. Le lait est blanc, pourquoi? Parce qu'on a les protéines qui sont sous forme de micelles
de caséine, c'est le cas des suspensions colloïdales. On a des lipides qui sont sous forme de matière grasse, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, une émulsion. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une diffraction, une dispersion des rayons lumineux par ces agrégats formés par les micelles de caséine et les globules gras, sans pour autant les absorber, et on va émettre une lumière blanche. C'est aussi cette composition qui fait qu'il se forme une peau lorsqu'on chauffe le lait. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe du lait? Quand on chauffe du lait, eh bien on a les deux protéines sériques que je vous ai présentées tout à l'heure, l'alpha-lactabulmine et la bêta-lactoglobuline, qui vont être dénaturées par la chaleur, dès lors qu'on atteint une température de 70 degrés. Ces protéines qui sont dénaturées par la chaleur vont aller s'agréger aux micelles de caséine, former des agrégats qui vont peu à peu, lors du chauffage, remonter à la surface de votre casserole de lait. Mais non content d'avoir ces agrégats qui remontent, on va avoir aussi les globules gras tout à l'heure qui vont, sous l'action de la chaleur, remonter à la surface de lait, et cet ensemble va former une pellicule à la surface de votre lait. Avec le chauffage, la solubilité des gaz est modifiée, les gaz remontent à la surface, exercent une pression sur cette pellicule qui est formée à la surface de votre casserole, et si vous n'êtes pas à côté, vous avez de fortes chances que le lait déborde. C'est aussi une composition qui fait, et ces équilibres dont je vous montrais qu'ils étaient très précaires et très importants, c'est une composition qui fait que du lait liquide peut être transformé en lait solide. Deux voies de transformation très importantes. Tout d'abord, la fermentation lactique, dont un exemple facile est le yaourt. Qu'est-ce qui se passe au moment de la fermentation lactique? Au moment de la fermentation lactique, j'y reviendrai tout à l'heure, on a des micro-organismes qui vont consommer le lactose, le sucre du lait, et le transformer en acide lactique. Ça a un effet sur le pH du produit. Le pH diminue et devient très acide. On passe du pH 6,5 au pH 4,6, qui est le point isoélectrique des micelles de caséine. Dès lors, qu'est-ce qui va se passer? On neutralise les charges électronégatives des caséines kappa. Du coup, on diminue la répulsion électrostatique entre les micelles de caséine qui vont venir s'agréger les unes les autres. Elles se rapprochent et elles vont former un gel solide qui est du yaourt et qu'on appelle aussi le caillé lactique. Une autre façon de transformer le lait liquide en lait solide, c'est l'hydrolyse enzymatique, notamment l'action d'une enzyme coagulante qu'on appelle la présure et qui était initialement tirée de la caillette de veau. Là encore, une action sur les protéines du lait, notamment sur la caséine kappa. Donc, on hydrolyse la caséine kappa, on va diminuer la taille des micelles. Du coup, ça va provoquer un rapprochement des micelles. Ils vont s'agréger, les différentes caséines vont s'agréger les unes aux autres et former à nouveau un gel solide. Et on parlera alors de caillé présure. Et c'est une technologie que l'on utilise pour le camembert. J'en ai fini avec la composition du lait. Je vais vous parler maintenant. Donc, on a vu que dans le lait, il y a une multitude de composés, de matières, et ça va justifier justement la valorisation et la transformation de ce lait. Donc, une matière première qui est très riche, très réactive, qui est fractionnable, on l'a vu, et fermentescible, et qui, pour nous, qu'on considère, nous, à l'INRA, en tout cas, comme une source d'innovation majeure. Alors, pourquoi transformer le lait? À quoi servent les technologies laitières? Eh bien, avant tout, déjà, pour avoir un produit sûr et sain, mais aussi pour aller isoler des composés spécifiques pour pouvoir éventuellement exploiter leur potentiel biologique. Et enfin, et pour un intérêt qui n'est pas des moindres, c'est aussi prolonger la conservation des composants laitiers. Donc, par le biais de ces technologies laitières, on va avoir des produits alimentaires de grande consommation, obtenir des ingrédients fonctionnels multi-usages, mais aussi des molécules à haute valeur ajoutée. Et ça va pouvoir se faire soit à l'échelle artisanale, soit à l'échelle industrielle. Alors, une très grande diversité de technologies, je ne les nommerai pas toutes, vous en connaissez certains. On a les traitements thermiques, les crémages, le barattage pour avoir du beurre, la fabrication fromagère.
des procédés de filtration aussi, ou de chromato, de concentration, d'évaporation pour avoir du lait concentré ou de la poudre de lait. Donc une très grande diversité de technologies. J'ai du mal avec mon... Je vais y arriver. Et ça se fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil que pour la production laitière, ça peut se faire soit à l'échelle artisanale, de l'ordre de quelques litres de lait par jour, et ça, quels que soient les pays considérés, mais ça va pouvoir se faire aussi à l'échelle industrielle, où on va être amené à transformer plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers de litres par jour. Donc, je vais essayer de ne pas vous embrouiller, parce que les itinéraires technologiques, c'est très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a du lait, en termes de transformation et d'itinéraire technologique, près de 45%, je le disais tout à l'heure, va être par le biais de la fermentation, transformé en lait fermenté ou en fromage. Une bonne part aussi, 28%, la France est le premier pays producteur de beurre et consommateur de beurre également. Donc 28% vont être, par le biais de l'écrémage, transformés en beurre ou en crème. Alors, une autre part, et finalement c'est pas tant que ça, seulement 12% vont être transformés en lait liquide et 12 autres pourcents vont être évaporés et séchés pour produire soit des laits concentrés, soit des laits en poudre. Et enfin, au cœur du système, on a des technologies assez nouvelles qu'on appelle le cracking du lait et qui constituent à séparer individuellement chaque entité composant le lait, chaque molécule, pour pouvoir ensuite utiliser ces peptides bioactifs. Donc je vous disais 45% du lait est transformé soit en fromage, soit en lait fermenté. C'est vraiment essentiel en termes de volume, avec des spécificités régionales très fortes. Notamment en France, on transforme 1,7 million de tonnes de fromage, donc 15% au lait cru et héritage AOC. Avec une très très grande diversité de technologies et donc de fromages, de typologies de fromage produits, la France étant le deuxième consommateur européen. On consomme en moyenne 24 kg de fromage par an et par habitant en France. Et puis on consomme aussi beaucoup de produits laitiers fermentés, puisque 1,5 million cette production, ça concerne 1,5 million de yaourts et de lait fermenté. Ça représente à peu près 21 kg de lait et yaourt consommés par les Français en moyenne par an et par personne. Avec le secteur des probiotiques, mais qui est excessivement réglementé en termes d'appellation et d'allégations santé. Je vous disais aussi qu'une bonne partie était transformée, 28% en beurre et en crème. Alors le beurre, sachez qu'il faut 20 litres de lait pour produire un seul kilo de beurre, et que le beurre, c'est une émulsion d'eau dans de la matière grasse. Dans du beurre, on a entre 80 et 84% de matière grasse, mais on a aussi 15 à 16% d'eau et moins de 2% de matière non grasse, essentiellement des protéines. On a la crème qu'on va pouvoir soit trouver crue, maturée par des micro-organismes, ou des crèmes fraîches, épaisses ou fleurettes, des crèmes UHT la crème UHT subit un traitement thermique assez drastique de 140 à 150 degrés quelques secondes. Alors c'est un secteur d'innovation assez intéressant, parce qu'au niveau du beurre, eh bien, beaucoup d'industriels cherchent à réduire le taux de matière grasse du beurre ou améliorer sa tartinabilité, ce qu'on appelle pour avoir des beurres tendres dits frigo-tartinables. Donc un secteur d'innovation fonctionnelle assez conséquent. Donc je vous disais tout à l'heure qu'en termes de valorisation et de transformation de ces produits, on a aussi des ingrédients fonctionnels multi-usages, des molécules à haute valeur ajoutée. Alors je ne veux pas vous assommer avec ce process. Ce qu'il faut retenir, c'est que en jouant sur certains procédés que sont l'ultrafiltration, la diafiltration, mais aussi la chromatographie ou l'hydrolyse, on va pouvoir, au niveau du lait, aller séparer ou concentrer certains constituants pour avoir ce qu'on appelle par exemple des whey protéines, des WP, des whey protéines concentrates, mais aussi des molécules purifiées telles que la lactoferrine, la lactoperoxydase, les lysozymes, qui sont des enzymes douées d'activité biologique et notamment antimicrobienne par exemple. Donc ces protéines, ces composants ont des propriétés très importantes du point de vue technologique. Ça peut être des propriétés soit émulsifiantes, mais aussi gélifiantes, moussantes, viscosantes, structurantes, jouer sur la rétention de l'eau.
Ça fait qu'on va les retrouver vraiment de manière omniprésente dans une grande part des produits transformés et qu'on va pouvoir aussi les utiliser en réponse aux atteintes de certaines populations ciblées. Donc en termes d'application, on les retrouve bien sûr au niveau des fromages, yaourts et produits nutritionnels. On en retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est préparation, les fonds de sauce, etc. C'est le sérum, le lactosérum et certaines protéines de lait, on les retrouve à ce niveau-là, au niveau des glaces aussi. On va les retrouver en boulangerie, viennoiserie, panification, mais aussi on va la retrouver sur des diététiques, notamment les sportifs, sur des formules hyper protéinées. Donc, encore beaucoup de choses à faire sur ces protéines. On a vu que c'était des systèmes biochimiques assez complexes et on a encore beaucoup de champs d'investigation à explorer. Au niveau des protéines laitières, on veut explorer leur structure dans différents contextes et à différentes échelles pour mieux comprendre leur fonctionnalité. Mais on a aussi mis en évidence récemment des capacités d'auto-assemblage qui pourraient faire qu'on puisse les utiliser en tant que biopolymères naturels. Des valorisations, on est attendu aussi sur les valorisations issues des lipides et des composés mineurs. On cherche aussi, en termes d'études, à mieux maîtriser les procédés et notamment au niveau de les conceptions. Il faut savoir que l'industrie laitière est très gourmande en énergie et en eau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui planchent pour rendre ces procédés plus écologiques et réduire le taux de consommation d'eau et d'électricité pour transformer les protéines laitières. Et puis on explore aussi beaucoup la dimension santé du lait et de ses produits dérivés, notamment pour des aliments dédiés par rapport à des populations ciblées ou fragilisées. J'en ai fini avec la transformation, puis je vais arriver sur un terrain où je suis un peu plus à l'aise, la microbiologie du lait. Donc, pourquoi je m'intéresse à la microbiologie? Parce que le rôle de l'infiniment petit est infiniment grand, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Louis Pasteur, et je partage tout à fait ce point de vue. Des micro-organismes dans le lait. Si on considère que le lait est stérile à la sortie du treillon ou du pied de la vache, le lait est il va être très rapidement contaminé par l'environnement. Tout d'abord l'environnement du lieu de collecte, lié à l'alimentation des troupeaux, le treillon, la pâture, mais aussi les stabulations, les fesses, la litière, le tank de lait où le lait est collecté, mais aussi lié à l'environnement du lieu de transformation, aux ustensiles et aux équipements qui sont utilisés, ainsi que dans les zones de conditionnement. Donc, le lait est par essence, on l'a vu, il a une composition très riche, on a des protéines, on a du sucre, on a de la matière grasse. Donc, le lait, c'est un milieu très riche et ça va être un milieu idéal pour la culture des micro-organismes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, le lait étant contaminé très vite, on va se retrouver très vite avec une très grande diversité microbienne dans les laits. Qu'est-ce qu'on trouve dans du lait? On va trouver à la fois des bactéries, des levures et des champignons. En plus de 40 espèces de champignons sur le lait cru, 70 espèces ont été observées en levure, 60 espèces de bactéries lactiques. On va retrouver à la fois dans ces micro-organismes qui viennent coloniser le lait des bactéries utiles, les bactéries lactiques, mais aussi malheureusement des flores d'altération et des pathogènes. Et puis enfin on va observer une très grande diversité de genres et d'espèces au niveau de ces micro-organismes dans le lait, avec des niveaux de population qui sont très variables et qui sont l'ordre de 10 à 1000 germes par millilitre de lait très rapidement, de lait cru. Et donc, Marie-Christine Montel et collaborateurs montraient dans des échantillons de lait cru qu'un seul et unique échantillon de lait cru pouvait contenir jusqu'à 36 espèces différentes de micro-organismes. Donc, qu'est-ce qui affecte la diversité microbienne du lait? Eh bien, avant tout la ferme. La ferme, on la considère comme un écosystème, comme un microbiote. Et en fonction, ce microbiote, ce pool de micro-organismes qui sont présents au niveau de la ferme et qu'on va retrouver, qui vont contaminer naturellement le lait, eh bien ça va être dépendant du pays, son niveau de développement, des pratiques d'hygiène, de la conduite du troupeau, de l'alimentation, mais aussi de la saison. Donc une ferme, un microbiote, et deux fermes n'ont pas le même microbiote. Et puis,
Ce qu'on constate aussi, c'est que donc cette charge microbienne a tendance elle n'a pas tendance, elle a énormément diminué. Dans les années 80, on avait de l'ordre de 1000 germes par millilitre de lait cru. Dans les années 2010, on est à moins de 500 germes par millilitre de lait cru, sachant qu'un lait collecté stérilement contient 150 germes par millilitre de lait. Donc une diminution drastique de la diversité microbienne qu'on retrouve dans les laits. Alors c'est très bien parce qu'on a diminué énormément avec les pratiques d'hygiène les flores altérantes, les flores négatives, mais ça veut dire aussi qu'on a diminué la diversité des bactéries dites utiles, des bactéries lactiques qui nous permettent d'obtenir les laits fermentés. Donc ça, c'est lié vraiment aux évolutions des méthodes et des pratiques d'élevage et on observe une très grande diversité, une très grande diminution de la diversité microbienne des laits. Donc je vous ai parlé un peu de la flore utile, j'y reviendrai tout à l'heure. Quelques mots sur la flore pathogène. Donc la flore pathogène, les micro-organismes qui sont principalement impliqués dans les toxi-infections alimentaires sont Salmonella, Listeria monocytogenes, les Escherichia coli productrices de chigatoxine et puis Staphylococcus aureus. Mais un rapport de l'ANSES a quand même montré que les risques liés au lait, à la pathologie de ces micro-organismes, est très inférieure à celle des autres produits alimentaires tels que les produits carnés ou les produits de la mer. Donc, on a aussi, et grâce à ça, on a des normes réglementaires au niveau de l'Union européenne qui sont très très strictes. Et il faut savoir aujourd'hui que le lait est payé à la qualité. C'est-à-dire que le coût du lait qui va être réglé au producteur va dépendre bien sûr de caractères physico-chimiques, le taux de matière grasse, le taux de matière protéique. On doit avoir une absence de résidus antibiotiques, le point de congélation qui montre qu'on n'a pas rajouté de lait, mais aussi le fait qu'on ait un taux faible de cellules somatiques. Les cellules somatiques sont un indicateur de santé du troupeau. Et enfin, surtout, la barrière, le seuil est fixé à un taux inférieur à 100 000 germes par millilitre. Donc au moment de la collecte dans le tank, les laits sont systématiquement analysés. Il y a un retour vers le professionnel pour le règlement du lait. On a aussi au niveau des produits transformés des normes qui sont très drastiques et à titre d'exemple, sur un lait en poudre, du fromage, du beurre, de la crème, on doit avoir une absence totale de salmonelle dans 25 grammes de produit. En ce qui concerne les laits pasteurisés et les entérobactéries, on doit être inférieur à 10 germes par ml de lait pasteurisé. Et ces normes sont mises à jour régulièrement avec des parutions au journal officiel et puis des normes internationales pour la quantification, les dosages biochimiques et microbiologiques. Donc, pour conserver le lait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éradiquer, limiter le développement de la flore négative. Comment? Tout d'abord en chauffant. Et il faut savoir que les premiers ateliers de stérilisation industrielle datent de 1895 et sont issus des travaux de Louis Pasteur, qui a le premier mis en place le procédé de pasteurisation d'abord du vin puis de la bière, et relayé par Franz von Soxhlet, qui lui a mis au point la thermisation du lait. Alors aujourd'hui, en termes de procédés, les traitements thermiques du lait, on a le lait pasteurisé. Le lait pasteurisé est chauffé à 72 degrés pendant 15 secondes et ça va permettre d'augmenter sa durée de vie. On va pouvoir le conserver entre 7 et 10 jours au frais. On a le lait, la pasteurisation haute, on va chauffer là beaucoup plus fort, on chauffe à 85 degrés, mais on augmente considérablement la durée de conservation du lait. Et enfin, on a le lait ultra haute température qui va être chauffé de l'ordre de 140 à 150 degrés. C'est un flash, un chauffage vraiment flash pendant 2 à 5 secondes et qui vont permettre de conserver ces briques de lait UHT de l'ordre de 3 mois à température ambiante. On a aussi un procédé qui est la microfiltration. Ça consiste à microfiltrer le lait sur des membranes dont le diamètre de pore est de 1 micromètre. Ça permet d'épurer les micro-organismes présents dans le lait et ça va permettre de le consommer sur une durée équivalente au lait pasteurisé de l'ordre de 7 jours au frais. Et puis un autre moyen de transformer le lait pour le conserver, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le transformer par le biais de la fermentation. J'en arrive donc aux produits laitiers fermentés.
La fermentation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une méthode ancestrale de conservation des aliments, puisqu'on retrouve les premières traces de fromage aux environs de 5000 ans avant Jésus-Christ, notamment en Europe du Nord. Mais c'est aussi, elles font intervenir elles font intervenir des micro-organismes de l'ordre de 10 puissance 7 à 1 milliard de micro-organismes par gramme de produits laitiers fermentés. On a vu que ça va mettre en œuvre plusieurs espèces microbiennes en mélange, à la fois des bactéries, des levures ou des champignons. Donc cette fermentation, elle était faite de façon originelle par une fermentation spontanée, c'est-à-dire qu'on laissait le produit à température ambiante. Les micro-organismes qui étaient naturellement présents dans le lait, on a vu que le lait est très vite contaminé par un ensemble de micro-organismes, se développaient. Les bactéries lactiques étaient censées prendre le pas et transformer le lait liquide en lait solide et en fromage. Aujourd'hui, on utilise majoritairement des ferments pour contrôler le processus de fermentation, excepté certains traditionnels où seule la flore endogène du lait cru est mise en œuvre. Donc une très très grande diversité de produits fermentés. Avec un même lait, on va pouvoir obtenir une multitude de produits laitiers fermentés différents, du yaourt, du kéfir, du camembert, de l'emmental, du bleu, du fromage, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est important de souligner, c'est que pour un type de produit donné, que la production soit artisanale ou industrielle, les étapes clés vont être rigoureusement les mêmes. Ça va mettre en œuvre des procédés technologiques. On va voir en fonction des produits si on doit chauffer ou pas, égoutter ou pas, additionner de l'enzyme coagulante, la présure, est-ce qu'on joue sur la température d'affinage ou le pressage. Et puis, ces produits vont varier à partir du même lait par la nature des micro-organismes que l'on va ajouter. Est-ce qu'on va utiliser des bactéries, des levures ou des champignons pour transformer ce lait? Est-ce qu'on va utiliser ce qu'on appelle des levains mésophiles, c'est-à-dire qui poussent à 30 degrés, ou thermophiles, on a besoin de chauffer de l'ordre de 40-45 degrés? Ou est-ce qu'on va utiliser les micro-organismes qui étaient soit présents dans le lait, ou délibérément ajoutés sous la forme de ferments. Donc les micro-organismes sont, on le voit, des éléments clés des produits laitiers fermentés. Ils vont intervenir au niveau des propriétés organoleptiques, mais aussi des propriétés rhéologiques, au niveau de la texture notamment, des propriétés probiotiques, vont avoir un impact sur l'aspect et la couleur des produits par le biais de la lipolyse, mais aussi de la protéolyse. Donc des fonctionnalités qui sont multiples et extrêmement diversifiées, qui dépendent du type de micro-organisme, des bactéries, des levures, des champignons, de l'espèce, mais aussi au sein de l'espèce qui vont être dépendantes de la souche. Donc un produit laitier fermenté, simple, le premier exemple, c'est le yaourt. C'est une technologie simple où il suffit ni plus ni moins de chauffer du lait à une température, de l'incube à une température de 43 degrés et on réserve la dénomination au lait fermenté par on utilise le terme de yaourt uniquement pour les laits fermentés par 2 bactéries lactiques thermophiles. Lactobacillus delbrueckii sous-espèce bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Qu'il soit nature sucrée, qu'il contienne des ingrédients autres que laitiers, ça ne doit pas représenter plus de 30% du poids final du produit. Donc l'addition en France, on a une réglementation très stricte sur les yaourts. L'addition en France de stabilisateurs, d'épaississants, de gélifiants est formellement interdite pour pouvoir dénommer le produit yaourt. Et dès lors qu'on utilise d'autres espèces bactériennes pour fermenter le lait, par exemple Lactobacillus acidophilus ou Lactobacillus casei, on ne pourra plus l'appeler yaourt, et c'est pour ça que sur les pots d'Activia, vous n'avez pas le terme yaourt, mais lait fermenté. Alors, parlons du cas du fromage. Il existe, on a référencé plus de 4000 variétés de fromage dans le monde, 400 pour la France. Heureusement que De Gaulle ne le savait pas, parce que déjà, avec 258 variétés de fromage, ça semblait l'inquiéter. Et le fromage, en tout cas, est en harmonie complète avec l'environnement et on considère que c'est un produit durable par excellence. Ça représente un héritage culturel fort puisque la gastronomie française fait partie intégrante du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et enfin, en France, on consomme de l'ordre de 24 kg par an et par fromage par personne. Donc les étapes clés de la fabrication fromagère,
Eh bien, tout d'abord, on prépare le lait, on va avoir du lait cru, on va le standardiser en ajustant les concentrations en matière grasse et en protéines. On va soit le traiter thermiquement, soit le microfiltrer pour l'épurer du point de vue microbiologique. Et enfin arrive l'étape clé des fabrications fromagères. Et cette étape clé, c'est la formation du caillé sous l'effet des bactéries lactiques qui transforment le lactose en acide lactique, qui font diminuer le pH, qui font que tout précipite et qu'on forme un gel solide que l'on appelle le caillé. Donc ça va se faire soit par l'addition d'agents coagulants, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enzyme coagulante, la présure, soit sous l'effet de levain, des bactéries, des levures ou des moisissures. Et on va pouvoir ou non chauffer et laver ce caillé. Et ensuite viennent les étapes de moulage, éventuellement de pressage. Et donc on va pouvoir jouer sur les valeurs de pH au moment où on fait le caillé, on va pouvoir découper de différentes façons ce caillé, on va pouvoir appliquer des pressions différentes, le presser ou ne pas le presser. Et une fois qu'il est pressé, on va saler ce fromage soit par un saumurage, en immergeant le fromage dans une solution saline, soit en le frottant à sec avec du sel. On va enfin jouer sur ce qu'on appelle l'affinage du fromage, on parle des affineurs, et au niveau de l'affinage, on va jouer sur le temps, sur la température, l'humidité de la cave, la composition de l'atmosphère, et on va éventuellement laver, frotter, retourner le fromage. Et la maîtrise de l'ensemble de ces paramètres, l'ajustement de tous ces paramètres, le fait qu'on va les faire varier les uns aux autres, va faire qu'à partir de ces mêmes étapes clés, on pourra soit avoir un camembert, soit une pâte pressée ou une pâte pressée cuite telle que l'emmental, soit du roquefort. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les fromagers, ça fait des dizaines de paramètres à contrôler. Donc, une notion qui me paraît très importante, c'est de dire que le lait, mais aussi le fromage, c'est vraiment un produit vivant qui évolue avec le temps. Donc, je vous ai dit, on a de l'ordre de 1 milliard de bactéries vivantes dans un gramme de yaourt ou dans un gramme de fromage. Qu'est-ce qui se passe? Au moment de la fabrication, par exemple, là j'ai pris le cas de l'emmental, on va utiliser un ferment lactique. On inocule ce ferment à un niveau de 1 million, 1 million de germes par ml de lait. On met 1 million de bactéries lactiques dans notre lait. Tout ça, ça se passe dans des grandes cuves et puis on va, je vous ai montré, le pH va diminuer, on va former le caillé et on va presser ce caillé. Et pendant cette étape de pressage, eh bien, après 48 heures de pressage, on se retrouve avec 10 puissance 9, 1 milliard de germes par gramme de fromage. Et quand je dis que c'est un produit vivant, c'est qu'au bout de 6 mois d'affinage, on a toujours 1 milliard de germes, de micro-organismes vivants dans le bout de fromage que l'on mange. Et ces micro-organismes vont avoir une fonction vraiment clé, c'est leurs enzymes vont participer aux réactions enzymatiques qui ont lieu au cours de l'affinage, notamment la protéolyse et la lipolyse. Et si on prend l'exemple du camembert, eh bien ça va faire que votre camembert qui est un petit peu plâtreux lorsqu'il sort de l'usine va devenir coulant au bout d'un certain temps dans votre plateau de fromage. C'est ce qu'on appelle vraiment l'affinage et qui est le résultat d'un grand nombre de réactions enzymatiques sous l'action des enzymes bactériennes. Que ces micro-organismes, je voulais juste illustrer par quelques points qu'ils sont vraiment clés. C'est les micro-organismes qui font qu'on a des trous dans l'emmental. Les trous dans l'emmental, c'est le résultat d'une bactérie, Propionibacterium freudenreichi, qui a la capacité, à partir du lactate, produit par les bactéries lactiques, donc on a vu que les bactéries lactiques transformaient le lactose en acide lactique, eh bien ce lactate il n'est pas perdu par tout le monde, il est récupéré par Propionibacterium qui à partir de 3 molécules de lactate va les transformer en 2 molécules de propionate, une molécule d'acétate. Ces 2 molécules, propionate et acétate, vont jouer un rôle fondamental dans l'arôme caractéristique et typique de l'emmental. On a une molécule d'eau produite, mais surtout et aussi, on a dégagement d'une molécule de ce CO2 et c'est ce gaz qui est à l'origine des bulles des trous que vous observez. On appelle ça des yeux dans l'emmental. Alors,
c'est aussi les micro-organismes qui font que certains fromages sont oranges, et c'est le fait d'une espèce particulière qui est Brevibacterium linens, qui est une corinébactérie qui tolère des concentrations élevées de sel. C'est pour ça qu'on ne la retrouve pas sur tous les fromages, mais sur des fromages qui sont salés en surface, qui va se développer qu'à un certain pH. Elle hydrolyse la caséine et elle libère en plus de fortes concentrations d'acides aminés et des composés soufrés qui sont vraiment très caractéristiques, notamment de l'époisse ou de ce type de fromage qu'on appelle des fromages très forts. C'est aussi des micro-organismes qui font que le roquefort est bleu. C'est le fait de Penicillium roqueforti. Qu'est-ce qui se passe? En tout début d'affinage, il se passe une vie incroyable dans ce fromage. En tout début d'affinage, on a une bactérie lactique qui est Lactococcus lactis, qui est la flore dominante dans le fromage. Elle va commencer à croître avec en parallèle des levures et des leuconostocs. Juste avant le salage, on va avoir une autre espèce bactérienne qui va se développer, les lactobacilles, et vont permettre, en modifiant la texture de la matrice du fromage, la croissance des microcoques et des moisissures, dont Penicillium roqueforti, qui va alors sporuler, faire des spores, et c'est les spores qui donnent cette couleur noire ou bleue au roquefort. Pourquoi le camembert est blanc? Eh bien, c'est aussi le fait d'un champignon qu'on appelait anciennement Penicillium camemberti et qui a été rebaptisé Penicillium communé. Qu'est-ce qui se passe là encore? Après l'étape de moulage, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le procédé technologique, on avait le cahier et on pouvait le mouler. Eh bien, des levures, Cluverocimyces lactis, Saccharomyces cerevisiae et Debariomyces anseni vont pousser en surface. Elles vont former une couche assez dense de l'ordre de 200 micromètres d'épaisseur. Et en parallèle, on va avoir Geotrichum qui va se développer un petit peu, mais pas trop parce qu'il est limité par le sel. Et au bout de 6 à 7 jours, eh bien, ces micro-organismes qui vont avoir modifié la surface de fromage vont avoir apporté toutes les conditions nécessaires pour que Penicillium camemberti ou Penicillium communis puisse se développer, et ça va nous former le fromage blanc qui va recouvrir toute la surface du fromage. Au bout de 15 à 20 jours, Penicillium a consommé tout l'acide lactique, ça désacidifie la surface du fromage. On va avoir d'autres flores qui vont se développer, notamment Corynebacteria afnialvei et des coliformes, qui vont alors participer activement à la flaveur du fromage. Et c'est pour ça qu'en fin d'affinage, quand votre fromage commence, plus il vieillit, plus il va avoir un goût fort. C'est vraiment le fait de ces espèces de bactéries lactiques qui se développent tout à la fin de la vie de votre fromage. Donc là, je vous ai parlé des micro-organismes utiles. Il arrive parfois que les micro-organismes ne soient pas désirés. C'est le cas notamment de la fermentation butyrique, qui est le fait de Clostridium thyrobutyricum et qui va transformer, lui, le lactate non pas en propionate comme Propionibacterium, mais en butyrate, et va lui aussi provoquer un dégagement de CO2 et qui est à l'origine d'un défaut qu'on appelle des défauts de lénurage dans le fromage, qui fait que les fromages peuvent éclater, exploser. Et c'est vraiment un réel problème, notamment en Bretagne, où certaines vaches sont exclusivement nourries à l'ensilage, parce que Clostridium thyrobutyricum se retrouve beaucoup, c'est une bactérie sporulée qu'on retrouve beaucoup dans l'ensilage. C'est un problème qu'on a beaucoup moins sur les pâtes pressées cuites d'alpage. Les altérations fongiques, certains champignons, notamment mucor, est responsable des accidents qu'on appelle accidents dits de poils de chat sur certains fromages de chèvre. Mais là où c'est un petit peu compliqué, c'est que dans d'autres technologies, au contraire, il va être voulu et désiré. C'est le cas des tomes de Savoie où on a besoin de ce même mucor pour avoir un fromage typique. Donc toujours une question d'équilibre assez complexe à gérer. Et puis, on a aussi, dans certains cas, des entérobactéries peuvent participer à l'arôme caractéristique du camembert en fin d'affinage, eh bien, quand il est en excès, il va provoquer une altération de la flaveur de certains produits fermentés et de certains fromages. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut thermiser le lait au début du processus, c'est ce qu'on fait majoritairement pour contrôler cet écosystème. C'est-à-dire, l'idée, c'est on a un lait, on sait qu'il n'est pas stérile, il contient une certaine charge microbienne, je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, l'idée, c'est de le chauffer, éliminer tous les micro-organismes utiles et indésirables et ne rajouter que des micro-organismes sous forme de levain. Ce n'est pas le cas dans le lait cru. Dans le lait cru, on a du lait cru et en fait, la fermentation va reposer sur
les micro-organismes endogènes, les non-starter lactic acid bacteria, auxquels on ajoutera ou pas un levain. Dans le cas du lait thermisé, ce que je viens de vous expliquer, on chauffe le lait ou on le microfiltre, on élimine toute la flore bactérienne et on ne rajoute que ce qu'on veut bien rajouter sous forme de levain. Alors on va obtenir quand même des produits assez différents dans un cas comme dans l'autre. Dans ce cas-là, on va avoir une très grande diversité en termes de typologie, d'arômes, mais on va aussi être confronté à une production irrégulière, à une saisonnalité. On a vu tout à l'heure que la composition du lait varie avec la saison, mais aussi la diversité des micro-organismes qui sont dedans, et on peut avoir des accidents de fabrication. Dans l'autre cas, en utilisant des levains, on a certes une diversité qui est très réduite, des produits moins typiques, mais un procédé du coup qui est contrôlé avec un produit reproductible et des risques sanitaires vraiment réduits. Donc on voit bien que si on va du lait cru vers le lait thermisé ensemencé, on va assister à une diminution à la fois de l'arôme des produits et de la typicité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va simplifier l'écosystème microbien, plus on va obtenir une standardisation du produit, un recul de la typicité, mais aussi une maîtrise du ou des risques. Donc c'est vraiment un équilibre pas facile à trouver. Je ne vous dirai pas il faut consommer des fromages au lait cru ou des fromages. Les deux sont utiles, les deux répondent à certains besoins, certaines demandes, et je pense que les deux peuvent coexister. Simplement, il est sûr qu'un fromage issu du lait cru sera plus typé qu'un fromage thermisé, mais il est associé à zéro risque s'il est thermisé. Donc, j'espère vous avoir convaincu aussi dans ce dernier chapitre que la biodiversité microbienne, qui exprime un potentiel enzymatique majeur, est vraiment un élément clé. C'est vraiment pour nous encore un sujet d'étude excessivement prégnant, on y consacre beaucoup de temps, on s'attache autant aux bactéries qu'aux levures qu'aux champignons. Pourquoi? Parce qu'on veut maîtriser notamment les écosystèmes et valoriser cette biodiversité. Donc actuellement, il y a de nombreuses équipes de chercheurs qui travaillent sur le séquençage des génomes des espèces de levain clés, qui cherchent à identifier les grandes voies métaboliques d'intérêt, qui s'attachent à caractériser et à décrire les écosystèmes en présence. Notamment toute l'activité métabolique in situ. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'est vraiment, on utilise pour ça beaucoup d'outils de biologie moléculaire. On s'intéresse, c'est une grande partie de mon travail, à cribler les fonctionnalités en termes d'arômes, de texture, d'activité probiotique ou de biopréservation en lien avec ces micro-organismes. On étudie les interactions et enfin, eh bien, il y a des gens qui conservent ces ressources dans des centres d'intérêt biologique. Donc j'en arrive à la fin et je me dis que je n'aurais pas tout loupé ce soir si j'ai réussi à vous convaincre, que le lait est vraiment un aliment qui est conçu pour nourrir, c'est un aliment par essence et c'est un réservoir de connaissances. J'espère aussi vous avoir convaincu de sa forte charge symbolique, que c'est un aliment universel qui est consommé presque partout dans le monde. J'espère aussi vous avoir fait preuve de sa richesse qui est, à mon sens, incomparable, que c'est un objet de transformation multiple, de l'artisanal à la plus haute technicité, qu'il est fermentescible et à l'origine d'une très grande diversité de produits fermentés, et enfin que c'est un produit vivant, source de diversité. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais aussi remercier mes collègues avec qui j'ai beaucoup discuté avant de venir, Frédéric Gaucheron, Anne-Thierry, Sylvie Lortal, pour construire cette présentation. Merci beaucoup à vous.